pas content, il y a les seniors qui s'appauvrissent. Oui, les seniors s'appauvrissent. Plus d'un tiers des personnes qui franchissent la porte du secours catholique aujourd'hui en France ont plus de 50 ans. Heureusement, soyez rassurés, la vice-présidente du MEDEF, Dominique Carlache, a trouvé la solution. Le cumul emploi-retraite, une piste pour favoriser le travail des seniors selon le MEDEF. Ah, bah ça c'est une bonne idée ça. Le cumul emploi-retraite, qui du coup n'est plus une retraite. Ah non, là franchement je trouve que c'est original. Non mais c'est vrai, ça vaut le coup d'essayer, pourquoi pas. Non mais faut arrêter d'être dans la posture de réaction systématique. Moi je suis pas défavorable au cumul. Hein. Bah, par exemple pour toi Dominique Carlache, moi je serais favorable à un cumul d'échéance de nationalité goulag. Franchement moi je trouve qu'on sous-estime la capacité des personnes âgées à retrouver du travail. Regardez le prince Charles par exemple, 73 ans, bim, il vient d'avoir une promotion. Et en France aussi on a nos exemples, Manuel Valls, alors c'est pas vraiment un senior mais je veux dire, après quand même une carrière bien remplie, il vient quand même de retrouver un boulot à l'Élysée, donc c'est pas rien. Ah si, il est de retour, Manuel. Ah bah je t'ai dit qu'il est de retour. T'as pas vu, j'ai vu l'article passer. Attends, regarde, je te dis, je dis pas une conne. Tiens, je l'ai. Regarde, c'est bien le retour de Manuel Valls, ça. Hein? Non, tu crois? Bah, t'es sûr de ton truc? Ouais, non, remarque, t'as peut-être raison, hein. Ben non, mais je veux dire, pour faire le même boulot de suçage de bite, il y a déjà Robert Ménard qui a pris le poste. Non, c'est vrai, ça ferait doublon. Par contre, juste une toute petite question, Dominique Nick. On est bien d'accord que ton projet, c'est juste pour les personnes âgées. Hein, non, mais je dis ça parce que si on étendait ton concept à la totalité de la population, bah là, pour le coup, ça deviendrait le revenu universel qui se cumule avec le salaire. Tu vois, c'est marrant des fois comme en fait, une idée de gauche, ça peut être juste une idée de droite, mais poussée à fond. Putain, je vais encore me faire traiter de rouge-brun. Alors bien évidemment, le MEDEF nous justifie cette enculade par El Famoso narratif du maintien des seniors dans l'emploi. Sauf que ça tient pas. Bah non, la France est le pays de l'OCDE qui a le plus haut taux de chômage chez les plus de 55 ans. Donc le but de Dominique Carlache, c'est bien évidemment pas de maintenir les seniors dans l'emploi. Non, c'est de les virer le plus tôt possible de leur boulot, pour les remplacer, les foutre à la retraite bien merdique pour que ils puissent pas bouffer et qu'ils soient contraints de faire des petits boulots payés moins que le SMIC pour pouvoir survivre. Tu vois, t'as compris le principe. Carlache répare, Carlache remplace. Franchement, ils sont en forme le MEDEF en ce moment là, je flippe un peu Bah à cause de la 8e vague là de Covid qui arrive. Oh bah partis comme ils sont à mon avis dans 2 mois, ils vont nous proposer de faire travailler les mourants à l'hôpital. Ah bah attends, faut rentabiliser. Enfin s'ils n'ont pas décidé de partir avant, ce qui sera peut-être une possibilité dans pas longtemps puisque en effet, on l'apprend cette semaine, le comité d'éthique juge possible une aide active à mourir. À ne pas confondre avec l'aide passive à mourir. Attention, non, ça s'appelle la politique économique de Bruno Le Maire. Franchement, ils sont gâtés les vieux en ce moment, je suis à 2 doigts d'être jaloux. Même le gouvernement, il fait tout pour les aider. Ah oui, ils veulent tellement les aider, le gouvernement, ils veulent tellement les aider vite d'ailleurs, qu'ils ont annoncé la très forte possibilité de recourir au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Ah, mais tu t'es encore gouré d'en serre. Mais non, mais ça c'est ce que disait Macron avant les élections. La réforme pourrait-elle donc être engagée dès cet automne ? Cela semble en tout cas être l'objectif du chef de l'État. Et la méthode pourrait être brutale, via un amendement dans le budget de la sécurité sociale. Les oppositions s'indignent déjà. C'est insupportable. Je dis comme je le pense et je crois que nos concitoyens qui sont concernés au premier chef par la réforme des retraites vont eux aussi trouver insupportable un passage en force sur des sujets comme ça. Je pense qu'il a peur du Parlement. Vous savez, sur un sujet aussi important qui concerne tous les Français, on est obligé de discuter. Même si ce n'est pas la solution selon lui, Emmanuel Macron n'a pas exclu l'idée d'utiliser le 49.3 pour cette réforme explosive. Heureusement, soyez rassurés, il reste quand même des gens au gouvernement avec un petit peu d'éthique pour pouvoir quand même taper du poing sur la table. Je parle bien évidemment de l'irremplaçable François Bayrou. Je pense que François Bayrou a raison de dire qu'il n'y aura pas de passage en force, et il n'y en aura pas. Franchement, alors là, je crois que ça doit être une des premières fois en 8 ans que j'applaudis François Bayrou, putain, pour une fois que le mec a des couilles. Ah non, une seule couille visiblement, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais non, mais c'est pas possible, il a dit le truc la veille. Ah ouais d'accord, il a changé d'avis comme ça. D'accord, donc en fait, Emmanuel Macron change d'avis en 2 mois, admettons, mais François Bayrou, c'est carrément en 2 heures. Comment t'expliques? Je pense qu'il y a une probabilité certaine pour qu'au bout du chemin, on doive utiliser un instrument institutionnel comme le 49.3. Ok, d'accord, j'ai compris l'idée. En fait, c'est soit vous nous laissez passer, soit on passe en force. Va falloir arrêter avec ce truc du passage en force. Non, parce que à force de le faire, je crois que vous allez donner l'idée à pas mal de gens de passer en force eux aussi. Peut-être on peut l'éviter, mais il n'y a rien d'infamant à utiliser le 49.3. Ce qui n'est pas normal, c'est utiliser le 49.3 sans la préparation nécessaire. Ah, là pour le coup, il a raison. Le secret d'une bonne sodomie, c'est la préparation. Beaucoup de Français ont au fond d'eux-mêmes l'idée que oui, c'est un sujet, mais ne savent ni pourquoi,
ni comment, ni pour quel montant. La préparation n'a pas été faite. La préparation, pas seulement auprès des partenaires sociaux. Je me suis laissé dire que même le patronat, mais vous allez pouvoir Nicolas Barré le confirmer, même le patronat est pas chaud. Ouais, mais sauf que normalement, ça devrait t'alerter. Hein. Bah, je veux, quand tu mets en place une mesure de casse sociale et que même le patronat trouve que c'est limite, c'est que t'es pas dans la bonne direction en général. Heureusement que la CFDT est là pour nous défendre. C'est une organisation de ces travailleurs de la santé et du social que j'ai rencontré encore cette semaine, de ces travailleurs de deuxième ligne, de la propreté, de l'agroalimentaire. Nous sommes très présents dans ces secteurs-là. Je sais ce qu'ils ont fait pendant cette période de confinement, cette période de Covid. Je sais ce qu'est leur réalité de travail. Et je sais aussi comment ça les touchera si jamais on déplace l'âge légal de cette façon extrêmement brutale. De façon extrêmement brutale, il a dit le monsieur. Attention, hein. Donc il veut bien qu'on se fasse enculer, toujours pareil, mais un petit bisou dans le cou, un peu de lubrifiant. Et il a pas tort d'ailleurs, hein. Le secret d'une bonne politique, eh bien c'est le dialogue, la concertation. Hein, vous avez des problèmes avec ça en ce moment, la République en marche. Ah non, je dis pas que vous essayez pas, mais tout le monde s'en bat un peu les couilles quand même. Bah je sais pas, le gros truc de Gabriel, là, Attal, Gabi, oui, ton histoire de dialogue de Bercy. C'est un bide un peu, non? Vous allez au dialogue de Bercy, là? Non. Non? Non. Vous savez que 50 parlementaires sont attendus, hein? Moi, je suis pas parlementaire, moi, je suis président de région. Oui, c'est ça qui m'étonne. C'est mieux. Moi, je vais au stade. Au stade. Il y a Francfort, Oui, c'est plus important que les dialogues de Bercy. Oui, leur truc. Oh, ce degré de je m'en bats les couilles, même moi ça me choque. Je te jure, j'ai de la peine pour vous les gars. Ça va être compliqué là quand même de se faire entendre. Bon, heureusement, soyez rassurés, les Français sont quand même prêts à entendre quand c'est des débats et des sujets sérieux, hein, comme par exemple, eh bien, la déclaration aujourd'hui de notre président à l'ONU. Ça y est, c'est officiel, notre président est prêt pour la guerre. Plus cette guerre dure, plus elle devient menaçante pour la paix en Europe, mais aussi pour celle du monde. Elle nous conduit vers une conflictualité élargie, permanente. Ah, désolé, je coupe, on en a une nouvelle. Bah, mise à jour du DICO LREM hein, pour cette semaine. Donc, alors, on ne dit plus guerre mondiale, mais on dit conflictualité élargie et permanente. Eh ben, mon cochon. Où ceux qui se considèrent comme forts cherchent à soumettre par tous les moyens ceux qu'ils considèrent comme faibles. Attends, t'es sûr qu'il parle de Poutine, là? Parce que j'ai un peu l'impression qu'il parle de son quinquennat, en fait. Non mais sans déconner, pose caca, tu vas pas emmener toute l'Europe dans tes conneries. Hein, puis tu crois qu'ils vont te suivre, les gens, avec ton charisme d'huître? Hein, tu crois que l'Allemagne, elle va rentrer en guerre? Qu'est-ce que c'est que ça? L'Allemagne doit devenir la force armée la mieux équipée d'Europe? D'après Olaf Scholz, d'accord. Ou pas? Non, je dis ça, il faudrait qu'on discute de ça, par contre. Non, mais c'est juste que... j'aime pas les reboots. Voilà, et là, il y a un petit côté déjà vu qui m'emmerde un peu. 2 attaques antisémites signalées à Berlin en une seule journée? Ouais, non, je corrige, il y a un gros air de déjà vu qui commence à m'emmerder beaucoup. La France se prépare à livrer du gaz à l'Allemagne. Ok, non, arrêtez là. Non, je te jure, là, chérie, prépare les valises. Et donc, c'est quoi le concept, en fait? C'est qu'on va faire comme en 40, on va se serrer la ceinture pour aider les cheveux? C'est mort. Ah, putain, mais je comprends, du coup, le truc de Anne Hidalgo. Bah si, elle a dit qu'elle voulait réduire la consommation en gaz et en électricité de la ville de Paris de 1,7%. Bah voilà, c'est pour filer le resto Bosch. Putain. Hein? Dans l'article, elle a dit qu'elle voulait réduire de 10%. Oui, non, je sais. Mais non, mais la dernière fois qu'Anne Hidalgo a dit je veux faire 10%, elle a fait 1,7%. Donc voilà, j'anticipe. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, notre classe politique se caractérise par son mépris, hein, sa suffisance, mais soyez rassurés, il existe encore quelques ministres de notre gouvernement qui sont capables d'humilité au point de faire leur autocritique, à l'image d'Olivier Véran qui vient de sortir un livre pour expliquer ses erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que je m'excuse, c'est que... je fais la différence entre ce qui aurait consisté à sciemment mentir aux gens en leur disant que c'était pas utile alors qu'on aurait pensé l'inverse. En l'occurrence, on n'avait pas de raison de penser que ça n'était pas utile. Mais gouverner, c'est choisir, comme on dit. Et quand on prend des décisions, même si elles sont éclairées, en l'occurrence par tous les avis internationaux scientifiques, et que ce n'est pas la bonne décision, ça me paraît normal qu'un décideur public puisse excuser. Excusez-moi, je me demandais un truc. Est-ce que c'est normal qu'on paye avec nos impôts un mec pour qu'il passe ses journées à faire la promo de son propre bouquin sur des plateaux de télé, dans lequel il y a écrit noir sur blanc qu'il a fait une politique de merde? Et le pire, c'est que le livre est tellement mauvais qu'Amazon a été obligé de supprimer les commentaires négatifs sous le livre d'Olivier Véran. Tu vois, j'étais parti avec un a priori positif, mais finalement, je suis pas du tout rassuré. Il a toujours l'air d'être aussi mauvais, Olivier Véreux. Et toujours aussi peu doué avec les chiffres, d'ailleurs. Ensuite, sur la convention climat, 85% des propositions ont été retenues et appliquées. 85%? T'es sûr de ton coup?
Ah, non, parce que visiblement, ce serait plutôt aux alentours de 12. Donc on est d'accord que t'es toujours aussi mythomane. Très bien, t'es indéfendable, mec. Hein. Tu as tous les défauts du monde. Non, avec tous les défauts du monde, je suis peut-être un peu dur. Non, il a quand même une qualité, Olivier Véran. Et là, pour le coup, je suis 100% honnête, hein, vraiment, je le dis. Il est modeste. Ah si, il est modeste. Ou alors il a Alzheimer. Toutes les décisions que nous prenons, je l'ai déjà dit, sont fondées sur l'avis des blouses blanches, l'avis des experts, l'avis des médecins, l'avis des scientifiques, en France et à l'étranger. Mais interrogez les experts du conseil scientifique, aucun n'a de certitude à ce stade. Moi, je ne suis pas scientifique, je suis ministre de la Santé et des Solidarités. Moi, je ne suis pas scientifique. On va faire juste de la prospective, peut-être même de la science-fiction. Vous disiez que vous n'étiez pas scientifique, mais ministre de la Santé. Je vous rappelle que vous êtes neurologue quand même, c'est quand même un peu scientifique. Sans déconner, mec, tu vas te prendre des paquets de merde, toi, tu vas même pas comprendre. Hein. Ah non, au sens propre. Ah bah si, parce que pour faire avancer la science, les Français sont appelés à donner leur sel. Sauf que vous avez pas précisé. Bah où est-ce qu'il fallait les envoyer, nos merdes? Hein? Bah je suis désolé les copains, moi je dis on lance un truc. On est 300 000 sur la chaîne, on envoie tous un petit colis privé au ministère de la Santé. Je suis pas content.